Je donne à présent la parole à Son Excellence M. Espen Barth Eide, ministre des Affaires étrangères de la Norvège. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, voilà 80 ans, juste après la Deuxième Guerre mondiale, les dirigeants du monde se sont réunis à San Francisco pour signer la Charte des Nations Unies, pour sauver les générations futures du fléau de la guerre. Ce moment unique en l'espace d'une génération a fait naître l'Organisation des Nations Unies. Imaginez un instant que vous vous trouvez là, à San Francisco en 1945, alors que les créateurs de l'ONU négociaient. Des participants à cette conférence, qui à l'époque avaient mon âge, avaient fait l'expérience de la Première Guerre mondiale, des années 20, radieuses mais de courte durée, du krach, de l'essor du fascisme et du nazisme, de la Deuxième Guerre mondiale, de l'Holocauste et de la bombe nucléaire. Tout ça dans l'espace d'une vie d'adulte. Si l'expérience de votre vie est jalonnée d'événements de ce type, vous ne croyez pas que le monde est un long fleuve tranquille. Ceux qui ont donné corps à l'Organisation des Nations Unies n'étaient pas des idéalistes naïfs, bien au contraire. La création de l'ONU a été la reconnaissance extrêmement réaliste d'une vérité. L'humanité ne pouvait pas continuer sur la même voie. Rivalité, sphère d'intérêt en concurrence, impérialisme, ça n'était pas la recette de la cohabitation pacifique, mais les fondateurs de l'ONU étaient bel et bien des visionnaires. Ils croyaient qu'un monde meilleur était possible. Nos pères fondateurs se rendaient compte que le monde avait besoin de principes et de normes partagés pour éviter une guerre mondiale de plus. Ils ont insisté pour ne pas répéter les erreurs du passé. Et c'est cela qui a donné vie à la Charte des Nations Unies, car la Charte, pour le dire simplement, repose sur 3 séries de principes. La paix et la sécurité doivent être réalisées en reconnaissant l'égalité souveraine entre États, en interdisant le recours à la force et en réglant les différends de façon pacifique. Le développement socio-économique doit être lui garanti à travers une coopération internationale étroite et en recherchant des solutions communes aux problèmes communs. La dignité et la valeur de tous les êtres humains doivent être établies à travers un engagement mutuel en faveur des droits humains universels. Notre Organisation des Nations Unies est certes imparfaite, mais elle est depuis une enceinte sans pareil pour rechercher des solutions communes aux défis communs. Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui le monde serait un monde plus brutal et moins prospère s'il n'y avait pas d'Organisation des Nations Unies. Depuis 1945, les guerres entre États sont moins nombreuses, plus espacées dans le temps. Les anciennes colonies sont parvenues à l'indépendance et sont devenues des États souverains de plein droit. Des centaines de millions de personnes ont pu sortir de la pauvreté. Mais, Monsieur le Président, 8 décennies plus tard, l'Organisation des Nations Unies traverse une crise. C'est une crise à la fois politique et financière. Politique, car des principes clés de la Charte sont menacés. Le monde est aujourd'hui plus divisé, plus dangereux, plus imprévisible que depuis des décennies. Le respect du droit international recule. Des violations flagrantes du droit international restent impunies. Cela affaiblit la confiance vis-à-vis des institutions et c'est un cercle vicieux qui s'enclenche. Cette crise est aussi financière car plusieurs États membres revoient à la baisse, dans une grande mesure, leur contribution économique. Il est donc plus dur pour l'ONU de s'acquitter de ses missions clés. Monsieur le Président, des guerres barbares font rage dans plusieurs régions de notre monde. Au Soudan, les civils sont confrontés à la crise de déplacement et à la famine de plus grande envergure du monde entier.
La guerre a souvent fait rage depuis plus de 900 jours et c'est seulement l'une des guerres nombreuses et terribles qui passent largement inaperçues dans les centres de pouvoir et dont on ne parle même pas suffisamment ici. En Ukraine, la Russie a violé les principes les plus élémentaires du droit international. Il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. L'invasion par la Russie de l'État souverain de l'Ukraine est une violation flagrante de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. L'Ukraine, elle, a pleinement le droit de se défendre, comme c'est dit dans l'article 51. La Norvège et tant d'autres États membres continuent fermement de se tenir aux côtés de l'Ukraine dans sa lutte pour la liberté et l'indépendance, et nous le faisons solidaires du peuple ukrainien courageux, mais nous le faisons aussi pour faire respecter le droit international. C'est dans l'intérêt de tous les États, quelle que soit leur taille. En Palestine, Israël, manifestement, bafoue le droit international. Gaza est devenu un enfer sur terre. Depuis près de 2 ans, nous sommes les témoins d'une situation où la mort, la faim, les souffrances, les déplacements de masse sont devenus monnaie courante. Le fait que cette situation se poursuit est une offense pour notre humanité commune. En Cisjordanie, les violences des colons continuent en toute impunité. L'autorité palestinienne est sous pression. Ses financements s'amenuisent. Sa capacité de travailler est gravement restreinte. La guerre doit prendre fin immédiatement. Il faut qu'une aide humanitaire en quantité massive parvienne à ceux qui en ont besoin dès à présent. Les otages restants doivent être libérés sans attendre et l'occupation illégale doit prendre fin tout de suite. Mais, chers collègues, il est une autre voie qui n'est pas celle de ce cycle infini de violence. Nous avons fait de grands pas en avant rien que ces derniers jours. Lors de la conférence sur la Palestine ici, lundi, les États membres ont davantage étoffé leur feuille de route pour parvenir à un règlement du conflit de longue date entre Israël et la Palestine. 159 États membres ont maintenant reconnu l'État de Palestine pour contribuer à la réalisation de la solution à 2 États. Cela étant dit, la reconnaissance de la Palestine ne représente qu'une des pièces du puzzle nécessaires pour parvenir à cette solution à 2 États. La gouvernance palestinienne et l'économie palestinienne doivent être consolidées. Le Hamas doit être démobilisé. Il nous faut des garanties de sécurité à la fois pour Israël et pour la Palestine. Et des États arabes clés doivent normaliser leurs relations avec Israël dans le cadre d'un accord vaste. Pour rassembler toutes les pièces du puzzle, l'Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à 2 États a été lancée ici à New York l'année dernière. Elle continue de rallier des appuis pour un règlement durable. Nous sommes fermement convaincus qu'Israël comme la Palestine ont le droit de vivre dans la paix et la sécurité côte à côte dans 2 États distincts. Excellences, Mesdames et Messieurs, un ordre international fondé sur le droit n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Lorsque nous condamnons les violations flagrantes de la Russie en Ukraine, nous devons aussi nous exprimer tout aussi clairement pour condamner les violations d'Israël en Palestine. Le droit international ne peut être appliqué à travers une géométrie variable. Il doit s'appliquer de la même façon, quels que soient les auteurs de violations ou qu'elles aient lieu. Ce n'est pas une option, c'est quelque chose de fondamental. Il nous faut aussi défendre les institutions qui préservent la reddition de comptes, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. L'égalité souveraine des États et le caractère sacro-saint des frontières sont importants, mais la défense des droits humains l'est tout autant. La Charte des Nations Unies nous appelle à défendre les libertés fondamentales de tous, sans distinction, fondées sur la race, le genre, la langue, la religion. Non, les droits humains sont universels. Ils sont notre meilleur espoir pour faire advenir un monde luttant contre les injustices, les inégalités, les violences, un monde plus équitable où les femmes et les filles pourront participer sur un pied d'égalité avec les hommes et les garçons. Voilà un monde plus pacifique et prospère.
Monsieur le Président, en ces temps de crise, les Nations Unies doivent se repositionner pour relever les nouveaux défis politiques et financiers. L'initiative ONU 80 nous donne une chance unique à saisir pour faire de cette crise une promesse de lendemain qui chante et bâtir une ONU plus forte et aussi plus intelligente. Mon pays est attaché à l'Organisation des Nations Unies de façon indéfectible et je peux donc le dire avec conviction, l'heure est venue de regarder la réalité en face. Nous voulons une ONU plus robuste, plus efficace, aux structures optimisées pour obtenir de vrais résultats là où cela compte, sur le terrain, auprès des populations que nous servons. Il faut donc revoir les priorités dans les ressources, doter l'ONU de mandats plus clairs, travailler de façon plus intelligente. L'heure est venue aussi de faire œuvre d'introspection. C'est le cas pour nous, les États membres, et pour l'organisation. En tant qu'États membres, nous avons contribué à une prolifération de mandats, des mandats longs, complexes, se chevauchant, avec des exigences de présentation de rapports qui nous dépassent. La Norvège est coupable, elle aussi, de ce travers. Et l'heure est venue de changer les choses. Il nous faut des réformes audacieuses. Nous devons accompagner avec fermeté le secrétaire général pour avancer dans cette direction, dans la direction d'une ONU qui pourra continuer de défendre les règles et les principes qui sous-tendent l'ordre international, comme ces 80 dernières années. Et le processus de l'ONU 80 doit aussi être la feuille de route du prochain ou de la prochaine secrétaire générale. Lorsqu'elle arrivera à son poste, elle doit pouvoir faire naître une ONU à la hauteur des 80 prochaines années. Monsieur le Président, il nous faut une convention internationale sur la coopération en matière fiscale. Les États sont responsables au premier chef de fournir des services essentiels à leur population, mais nous devons permettre aux États de s'acquitter de ce devoir. Pouvoir lever l'impôt à la fois auprès des citoyens et des entreprises est fondamental. C'est la colonne vertébrale de la fourniture de services, le moteur de la redistribution des ressources, la pierre angulaire du développement durable. Nous savons quelles sont les recettes qui fonctionnent, mais nous devons faire en sorte qu'elles puissent fonctionner pour tous. Chers collègues, ça ne doit faire aucun doute. La crise climatique est réelle. C'est une réalité qui est déjà là. C'est le fait de l'action de l'homme et cela chamboule déjà la vie de millions de personnes de par le monde. Nous sommes un pays arctique et nous faisons l'expérience de certaines des conséquences les plus rapides des changements climatiques. Les conséquences sont là au quotidien. On ne peut réfuter la science. Le réchauffement des océans est plus rapide que les prédictions. Nous devons ensemble faire la paix avec la nature. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ces 10 dernières années, c'est vrai, nous avons fait des progrès de taille en la matière. Lors de la COP28 à Dubaï, les nations se sont ralliées autour de l'objectif d'abandonner progressivement les combustibles fossiles de façon juste, ordonnée et équitable. Aujourd'hui, les pays, les organisations, les investisseurs, les entreprises reconnaissent une vérité fondamentale. Il faut embrasser les technologies de l'avenir, économes en carbone, reposant sur l'économie circulaire et une gestion responsable des ressources. Ce n'est pas un obstacle à la croissance, au contraire, c'est une possibilité de croissance, d'innovation. Nous amenons vers un avenir durable. Nous voulons faire fond sur cette dynamique. Lors de la COP 30 à Belém, nous aurons une occasion cruciale à saisir pour nous remettre au travail en matière de biodiversité, de changement climatique, de façon cohérente et intégrée. Alors que nous célébrons, Monsieur le Président, le 80e anniversaire de notre organisation, nous devons protéger les fondements de la paix, des droits humains et du développement. Les normes et les principes ne sont pas le problème, non. Les normes et les principes de l'ONU n'ont rien perdu de leur pertinence. Il faut réexaminer le système que nous avons mis sur pied pour protéger ces normes et ces principes, cependant. Et c'est cela, la visée de l'initiative ONU 80. Il faut veiller à ce que ces principes s'appliquent pour toutes et tous, partout, tout le temps.
pour que dans 8 décennies de plus, les générations futures n'aient pas à bâtir encore une nouvelle version de notre système sur les décombres d'une autre guerre mondiale catastrophique. C'est à nous de trouver les réponses pour répondre aux défis du XXIe siècle. Mais en matière de principes fondamentaux, nous devons nous inspirer de nos prédécesseurs. C'est vrai, ensemble, nous sommes meilleurs. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de la Norvège.